Au cours de l'été 1945, une ville de 4 millions d'habitants ne possédait plus aucune économie fonctionnelle. Les usines de Berlin étaient réduites à l'état de décombre et ses banques restaient fermées. Le Reichsmark, bien qu'officiellement toujours légal, ne permettait d'acheter presque rien car les agriculteurs qui produisaient la nourriture refusèrent de l'accepter. Ils avaient vu le Reich imprimer de la monnaie pendant 6 ans pour financer une guerre et ils comprenaient exactement ce que valait la promesse d'un gouvernement. Par conséquent, la ville a improvisé. Dès juillet de cette année-là, deux marchés en plein air s'étaient établis à Berlin de manière presque spontanée, l'un au Tiergarten et l'autre sur l'Alexanderplatz. Ils ont ouvert dès l'arrivée des soldats américains et britanniques. Aucun gouvernement ne les a créés et aucun bureaucrate ne les a autorisés. Ils sont simplement apparus. C'est ainsi que les marchés apparaissent toujours lorsque les gens possèdent des choses dont d'autres ont besoin. Sur ces marchés, on pouvait échanger un manteau de fourrure contre des pommes de terre, une lampe contre de l'huile de cuisson ou une collection d'encyclopédies contre une paire de chaussures. Le journaliste américain Joel Sayer a relaté ce dont il a été témoin dans le numéro du 28 juillet 1945 du New Yorker. Un paquet de 20 cigarettes américaines se négociait à 300 Reichsmark. Une seule cigarette valait entre 1,50 $ et 2 $ au taux de change officiel. À titre de comparaison, un paquet de cigarettes américaines ne coûtait que 500 au PX de l'armée américaine. Cette différence de prix raconte à elle seule toute l'histoire de l'économie souterraine, l'histoire officielle de l'Allemagne d'après-guerre et celle de la reconstruction, du plan Marshall, de la réforme monétaire et de l'administration alliée rétablissant lentement l'ordre dans une nation dévastée. Cependant, les archives documentées racontent une toute autre histoire. Elles racontent l'histoire de ce que les Allemands ont réellement fait entre mai 1945 à la fin de la guerre et juin 1948, lorsque le Deutschmark a finalement remplacé le Reichsmark et que l'économie parallèle s'est effondrée du jour au lendemain. Ce qu'ils ont fait, c'est construire une seconde économie sans permission, sans surveillance gouvernementale et sans aucune des institutions que les économistes prétendent nécessaires au fonctionnement des marchés. Pendant 3 ans, cette seconde économie a nourri plus de personnes que l'économie officielle. L'article académique qui a confirmé ce phénomène n'a pas été écrit sur l'Allemagne. Il portait sur un camp de prisonniers de guerre. Il a été publié à l'automne 1945, quelques mois seulement après l'ouverture du marché du Tiergarten. R.A. Radford était un officier de l'armée britannique formé à l'économie à Cambridge, capturé en Afrique du Nord en 1942, qui a passé le reste de la guerre au Stalag 7A, un camp de prisonniers de guerre dans le sud de la Bavière. Pendant sa captivité, il a fait ce que les économistes ont rarement l'occasion de faire. Il a observé une économie toute neuve se construire à partir de rien, en temps réel, parmi des gens qui n'avaient d'autre choix que d'y participer. Son article, L'organisation économique d'un camp de prisonniers de guerre, a été publié dans la revue Economica en novembre 1945. Il est devenu l'un des articles d'économie les plus lus du XXe siècle parce que ce que Radford a documenté n'était pas une anomalie, c'était une confirmation. Les prisonniers recevaient des colis de la Croix-Rouge contenant de la nourriture, des vêtements et des cigarettes. Les colis n'étaient pas parfaitement égaux. Certains prisonniers recevaient plus, d'autres moins. Presque immédiatement, les échanges ont commencé. Un prisonnier qui détestait le café échangeait sa ration avec quelqu'un qui en voulait, tandis qu'un non-fumeur échangeait des cigarettes contre du chocolat. En quelques semaines, les prix s'étaient stabilisés. En quelques mois, un tableau des prix rudimentaires existait dans les baraquements, listant le cours de chaque article échangeable libellé en cigarettes, lesquelles étaient devenues la monnaie par défaut du camp. Radford a noté dans l'article que les cigarettes étaient devenues l'unité de compte parce qu'elles satisfaisaient aux exigences de base de la monnaie. Elles étaient uniformes, portables, divisibles et largement désirées, même par les non-fumeurs qui comprenaient qu'ils pouvaient les échanger. Ce n'était pas un système planifié. Personne n'avait décrété que les cigarettes seraient la monnaie et aucun comité n'avait voté les taux de change. Le marché est apparu parce que l'alternative, renoncer à l'échange, signifiait de pires conditions pour tout le monde. L'incitation était la survie et l'institution qu'elle a produite était fonctionnellement une économie complète. L'observation de Radford était spécifique et documentée.
L'économie du camp ne nécessitait ni État, ni banque centrale, ni autorité légale. Elle nécessitait des personnes ayant des besoins différents et la liberté d'échanger. Les Allemands du Tiergarten avaient exactement les mêmes besoins et exactement la même liberté. L'ampleur de ce qui s'est développé dans l'Allemagne d'après-guerre est consignée dans les rapports d'occupation américains et dans les travaux académiques économiques allemands de l'époque. En novembre 1945, 6 mois après la fin de la guerre, le marché noir fournissait environ 20% de la nourriture de l'Allemagne. En juin 1946, ce chiffre atteignait 50% dans certaines catégories. Ce n'était pas la marge de l'économie, c'en était la moitié. Les entreprises s'étaient adaptées parce que les prix fixes en Reichsmarks n'avaient plus aucun rapport avec le coût réel des intrants. Les entreprises ont commencé à exiger de leurs acheteurs un paiement en nature en plus du prix officiel. Une compagnie charbonnière voulait du charbon en retour, pas des Reichsmarks qui ne permettaient pas d'acheter de matériel de remplacement. Les entreprises payaient également leurs travailleurs en nature. Les mineurs de la Ruhr recevaient une partie de leur salaire en charbon réel, un arrangement que les Allemands appelaient Deputa Kohle ou l'allocation de charbon. Les mineurs échangeaient ensuite ce charbon sur le marché contre de la nourriture, des vêtements et des médicaments. Leur pension, dans certains cas documentés, était également partiellement payée en charbon. Ce n'était pas un troc primitif, c'était un système sophistiqué de compensation libellé en marchandises qui contournait une monnaie que tout le monde savait morte, tout en fonctionnant dans le cadre légal de l'emploi, de la production et de la distribution. Un sondage réalisé dans la zone d'occupation américaine en mai 1946 a révélé que 18% des répondants déclaraient se rendre régulièrement à la campagne pour acquérir de la nourriture directement auprès des agriculteurs. Les citadins emportaient tout ce qu'ils possédaient d'objets de valeur portable, livres, lampes, ustensiles de cuisine, porcelaine, et prenaient le train vers les zones rurales pour échanger leurs biens ménagers contre des pommes de terre et de la farine. Les agriculteurs refusaient les Reichsmarks, mais acceptaient presque tout le reste. Les marchés du Tiergarten et de l'Alexanderplatz se sont développés pour répondre à des besoins spécifiques. Billets de train, documents d'identité, fournitures pharmaceutiques, cognac de contrebande et cigarettes. Toujours les cigarettes. Les soldats américains ont découvert qu'une cartouche de cigarettes achetée au PX de l'armée pour $1 pouvait être revendue à Berlin pour $200. Un rapport de renseignement de l'OSS de janvier 1946, aujourd'hui conservé aux archives nationales, documentait précisément les tarifs pratiqués. Une montre bracelet américaine s'échangeait contre $1000, une barre de chocolat à 5 cents pour $5 et une paire de bottes de l'armée pour $200. Le journal militaire Stars and Stripes a rapporté en août 1945 que les 33 000 soldats américains stationnés à Berlin avaient envoyé chez eux 4 millions de dollars ce mois-là, alors que leur solde mensuel total ne s'élevait qu'à 1 million de dollars. L'écart provenait du marché noir. L'économie parallèle a pris fin non pas quand l'ordre a été rétabli, mais quand la monnaie a été remplacée. Le 21 juin 1948, les puissances alliées ont introduit le Deutsche Mark. Chaque citoyen allemand a reçu 40 nouveaux marks. Les anciens Reichsmark ont cessé d'être acceptés presque immédiatement. Et en quelques jours, l'auteur Dorothea von Schwannenflügel-Lawson a noté dans ses mémoires que les marchés avaient totalement changé. Des marchandises invisibles depuis des années, stockées dans des entrepôts et thésaurisées par des producteurs attendant une monnaie digne de ce nom, sont soudainement apparues sur les étagères. L'économie de la cigarette est morte en une semaine. La leçon est claire. L'économie parallèle n'avait pas comblé un vide permanent. Elle avait comblé un vide temporaire. C'était l'écart entre une monnaie officielle défaillante et un remplaçant auquel la population pouvait faire confiance. Dès que la confiance dans un moyen d'échange officiel est revenue, l'alternative informelle est devenue superflue, non pas parce que quelqu'un a ordonné sa dissolution, mais parce qu'elle avait rempli son rôle. Le deuxième cas est plus proche de notre époque, et il comporte un avertissement que l'histoire allemande ne donne pas. En décembre 2001, le gouvernement argentin a gelé les comptes bancaires. Du jour au lendemain, des familles de la classe moyenne qui avaient travaillé pendant des décennies pour épargner ont découvert que l'argent figurait bien sur leurs comptes, mais ne pouvait plus être retiré
en quantité suffisante pour vivre. Le taux de change officiel était une fiction et le système bancaire leur était fermé. La réponse ne fut pas d'attendre une solution gouvernementale. À Quilmes, un quartier de la banlieue de Buenos Aires, un trio composé de Rubén Rivera, Carlos de Sanso et Horacio Covas menait une expérience depuis 1995. Ils avaient lancé un club de troc comptant 23 membres. L'idée était simple. Chaque participant était à la fois producteur et consommateur, un prosommateur qui apportait quelque chose à l'échange et repartait avec autre chose. Un médecin proposait des consultations, une couturière des retouches, un agriculteur des légumes et un mécanicien sa main-d'œuvre. Pour résoudre le problème de la double coïncidence des besoins, l'obstacle classique du troc où il faut trouver quelqu'un qui possède ce que vous voulez et désire ce que vous avez, le club a émis sa propre monnaie imprimée. Ils l'ont appelé le crédito. Un crédito valait un peso. On gagnait des créditos en fournissant des biens ou des services et on les dépensait pour acquérir d'autres prestations au sein du réseau. Il n'y avait ni banque, ni autorité centrale, ni intérêt. En 1998, avec l'aggravation de la récession, les clubs s'étaient étendus à tout le Grand Buenos Aires. Début 2001, on comptait 1800 nœuds dans le réseau à travers l'Argentine. Lorsque le gel bancaire est survenu en décembre, les clubs n'ont pas seulement cru, ils ont explosé. En mai 2002, 5 mois après le début de la crise, 5000 nœuds fonctionnaient dans tout le pays, avec 2 millions de participants actifs. Des estimations de sources académiques, dont une étude du département d'économie de Harvard, situent le pic de participation, tout club de troc confondu, entre 4 et 6 millions de personnes, à la mi-2002. Rubén Rivera, l'un des fondateurs, a décrit les événements d'octobre 2001. Face à l'afflux de personnes plongées dans la pauvreté sans filet de sécurité étatique, les clubs ont décidé d'ouvrir leurs portes. L'exigence de suivre un cours d'orientation et d'avoir quelque chose à offrir a été assouplie sous la pression de la détresse. Cette décision, prise par solidarité car l'alternative était la famine, a fini par tuer le système. Le crédito n'était pas un actif tangible, c'était un contrat social. Sa valeur reposait entièrement sur l'accord collectif voulant que chaque membre contribue à hauteur de ce qu'il prélevait. Lorsque 2 millions de personnes ont rejoint le système en quelques mois, souvent dans un dénuement total et sans rien à offrir, l'équilibre s'est rompu. Les nouveaux membres recevaient des prêts de départ de 50 créditos sans aucune production en contrepartie. La masse monétaire a gonflé et la confiance des petits clubs d'origine n'a pas survécu au changement d'échelle. La contrefaçon est apparue. Divers réseaux ont imprimé leurs propres variantes du crédito, certains émettant bien au-delà de leur capacité réelle. À la mi-2002, la monnaie parallèle subissait sa propre hyperinflation. Les 3 fondateurs du réseau initial de Bernal ont été arrêtés pour création illégale de monnaie. Ces arrestations, alliées à l'effondrement monétaire, ont mis fin à l'expérience. Fin 2002, les clubs s'étaient rétractés aussi vite qu'ils s'étaient développés. Le gouvernement argentin ayant étendu l'assurance chômage à 2,5 millions de personnes en pesos, la monnaie parallèle a perdu son utilité. Le réseau argentin Truc a réussi tant qu'il était resté petit et local, basé sur des liens sociaux forts permettant de surveiller les contributions de chacun. Il a échoué dès qu'il a dépassé le stade où ces liens pouvaient opérer. Ce n'est pas l'histoire d'une bonne idée mal appliquée, mais celle des limites documentées des économies parallèles. Alors, que révèlent les faits sur ce qui a fonctionné ou non dans une économie parallèle? Le premier mécanisme efficace, en Allemagne comme en Argentine, fut la conversion immédiate des compétences en monnaie. Dans le Berlin d'après-guerre, un serrurier pouvait ouvrir les portes de voisins ayant perdu leurs clés sous les bombes et recevoir des pommes de terre. Une couturière réparait des vêtements contre des cigarettes. Un médecin du réseau Truc proposait des soins contre des créditos qu'il dépensait au stand de légumes d'à côté. Le mécanisme était identique. Une compétence préexistante devenait la base d'une participation économique hors du système officiel défaillant. C'est ce que confirment les archives pour chaque crise monétaire étudiée ici. Le capital humain, la capacité de produire ce dont les autres ont besoin, est le seul actif qu'on ne peut ni confisquer, ni gonfler, et qui ne nécessite aucune autorisation institutionnelle. Le second mécanisme était la monnaie marchandise, utilisant des biens répondant aux critères de base de la monnaie.
Les cigarettes en Allemagne ont réussi car elles étaient uniformes, portables et divisibles. On pouvait fractionner la transaction. Une cigarette, 5 cigarettes ou un paquet. Le charbon dans la Ruhr servait de salaire car sa valeur calorifique était mesurable et son taux de change connu. Ce mécanisme s'applique partout où la monnaie officielle devient suspecte. La marchandise qui sert de monnaie en temps de crise est celle qui est désirée, physiquement uniforme et difficile à contrefaire. En 1945, en Allemagne, c'était les cigarettes américaines. Dans les camps de Radford, c'était les cigarettes d'usine, car celles roulées à la main manquaient d'uniformité. Cette régularité importait autant que la demande. Le troisième mécanisme est celui que l'histoire du truc met le plus en lumière. L'économie parallèle qui survit à une crise est celle qui a été bâtie avant la crise, à petite échelle, sur une responsabilité sociale entre membres se connaissant. Le club de Quilmes fonctionnait depuis 6 ans avant 2001. Ses fondateurs avaient bâti une confiance mutuelle sur des centaines d'échanges bien avant que le gel bancaire ne rende le système vital. À l'arrivée de la crise, le club possédait une structure prête à une extension prudente. Les clubs qui ont grandi trop vite, en acceptant tout le monde et en émettant des créditos sans rigueur, furent les premiers à s'effondrer. Le parallèle moderne est là frappant. Un voisinage où l'on connaît les talents de chacun, où la parole est respectée et où l'on pratique déjà l'entraide informelle. Ce quartier possède un atout inestimable en temps de crise, un système de crédit social préexistant. Ceux qui ont bâti cela avant d'en avoir besoin sont ceux dont l'économie parallèle perdure. L'adhésion à une association, une compétence technique, connue des voisins ou un historique d'échanges locaux ne sont pas des mesures de survivalisme extrême. Ce sont les équivalents fonctionnels des nœuds TREC de Buenos Aires. Le constat final des archives historiques est celui-ci. Les manuels d'économie se focalisent sur la réforme monétaire de juin 1948 comme le remède miracle pour l'Allemagne. Le Deutsche Mark a remplacé le Reichsmark, les prix ont été stabilisés et le miracle économique a débuté. Mais ces manuels négligeant les 3 années entre mai 1945 et juin 1948. Quelqu'un a pourtant nourri les villes. Quelqu'un a établi les taux de change pour qu'un paquet de cigarettes vaille 300 Reichsmark. Quelqu'un a organisé les lieux d'échange, tenu les prix et maintenu les flux entre villes et campagnes. Ce quelqu'un n'était ni un gouvernement, ni une banque centrale, ni un théoricien de l'économie. C'étaient des millions de gens ordinaires, ayant compris d'instinct que lorsque le système officiel s'effondre, l'alternative n'est pas le chaos, mais la reconstruction à petite échelle. Si ces récits historiques de survie et d'ordre spontané ont changé votre vision des systèmes sur lesquels nous comptons, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à mettre en lumière l'histoire qu'ils ont tenté d'enterrer sous le récit officiel. Commencez à semer les graines de votre propre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de l'histoire cachée sera ouvert très bientôt.